Au XXe siècle, au cœur de l'Afrique centrale, un homme a marqué l'histoire de son pays d'une manière à la fois fascinante et tragique. Jean Bédel Bokassa. Cannibalisme, pillage, francophilie maladive, dictature sanguinaire, assassinat, pratiques sexuelles étranges, pilier de la France-Afrique, instabilité mentale, la liste des accusations est longue et inquiétante. Mais qui était réellement cet homme? Qu'est-ce qui relevait de la vérité? Et qu'est-ce qui n'était que le tissu de mensonges, tapage médiatique ou manœuvre de décrédibilisation? Ce qui est certain, c'est que pendant longtemps, Bokassa incarnait aux yeux du monde le stéréotype du leader africain autoritaire, assisté et complètement déconnecté des réalités de son pays. L'épisode de Bokassa en Centrafrique est une histoire complexe, triste, pleine de déceptions, révoltante, mais surtout profondément captivante. Alors restez bien scotchés jusqu'à la fin. L'histoire de Jean Bédel Bokassa, c'est maintenant. Jean Bédel Bokassa naît dans un petit village près de Bangui en Centrafrique. À l'âge de 6 ans, il perd ses parents dans des circonstances tragiques. Son père Mindungu Mbundulu, chef de village, se rebelle contre les brutalités coloniales et le travail forcé. Il libère des prisonniers et des esclaves. Il est arrêté, jugé sommairement et exécuté en public le 13 novembre 1927. Une semaine plus tard, la mère de Bokassa, Marie Yokowo, se suicide et laisse 11 enfants. Après ces événements, il est élevé par son grand-père Mbalanga qui prend en charge son éducation et l'inscrit dans une école missionnaire. Les missionnaires de l'école qu'il fréquente veulent en faire un prêtre, mais il s'engage finalement dans la coloniale de l'armée française en mai 1939. Il devient sergent des forces françaises libres et participe au débarquement de province et à la bataille du Rhin. Après la guerre, il étudie au Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal, puis à Châlons-sur-Marne. Bokassa combat ensuite en Indochine et en Algérie, où il obtient la Légion d'honneur et la Croix de guerre. En 1961, il est promu capitaine. Pendant son passage en Indochine, il développe une vraie haine contre les Chinois. Un détail très important pour mieux comprendre la suite des événements. Durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine, qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois? C'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts, comme on dit. Comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Ou essaient de s'installer? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, ils seront en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger. Plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Plus tard, il est détaché comme conseiller technique pour aider à créer et former l'armée centrafricaine. En 62, il demande à quitter l'armée française pour intégrer l'armée centrafricaine en tant qu'officier supérieur. Nous sommes dans le début des années 60. La Centrafrique est dirigée par un pion du système france-africain, David Dacko, un cousin de Bokassa. Il est venu au pouvoir après l'étrange accident mortel de son cousin indépendantiste, Barthélemy Boganda, en 1959. Dacko nomme Bokassa conseiller militaire, colonel, puis chef d'état-major. À la fin de l'an 64, début 65, le gouvernement de David Dacko fait face à de graves problèmes. L'économie est en crise, l'administration se dégrade et les frontières sont infiltrées par des rebelles, notamment les partisans de Patrice Lumumba au sud venant du Congo et ceux de l'armée de libération populaire soudanaise à l'est. La corruption généralisée et l'instabilité poussent Bokassa à envisager un coup d'État. Pire encore du point de vue de Bokassa, pour diversifier ses soutiens et affirmer son indépendance, Dacko établit des relations diplomatiques avec la Chine. Bokassa, anticommuniste, est plus que jamais motivé à renverser son cousin. Dans la capitale Bangui, les rumeurs se propagent. En juillet 1965, Dacko envoie Bokassa à Paris pour le défilé du 14 juillet. Mais lorsqu'il veut rentrer, Dacko lui interdit. Bokassa passe alors les mois suivants à chercher du soutien parmi ses contacts militaires dans l'entourage du président. Finalement, Dacko cède et permet à Bokassa de revenir en octobre 1969. Les tensions entre les deux hommes augmentent, surtout après que Dacko refuse d'augmenter le budget de l'armée
de Bokassa, tout en approuvant celui de la gendarmerie. Le président de la République envisage même de remplacer Bokassa par Jean Izamo, l'un de ses hommes les plus loyaux. Inquiet pour sa position, Bokassa décide d'agir rapidement. Cependant, il se rend compte qu'il lui est impossible de réussir le coup d'État avec le peu d'hommes qu'il a, d'autant plus que le chef de l'État est entouré de nombreux fidèles. Il cherche alors du soutien auprès d'un autre militaire très influent dans le pays, le capitaine Alexandre Mbanza, qui dirige la base militaire de Camp Kassai au nord-est de Bangui. Il est également un ancien membre de l'armée française. Ensemble, les deux hommes planifient le coup d'État, Banzan étant le cerveau de l'opération en raison de son intelligence supérieure. Aux dernières heures du 31 décembre 1965, Banza et Bokassa rassemblent leurs hommes au camp de Roux. À minuit 30, ils quittent le camp pour s'emparer de la capitale. Rencontrant peu de résistance dans leur entreprise, Bokassa et Banza se lancent alors rapidement à l'assaut du palais de la Renaissance, où ils tentent de capturer David Dacko. Mais ce dernier reste introuvable. Bokassa commence à paniquer, craignant que le président ait été informé à l'avance de leur intention. Banza, très calme, apaise Bokassa et ordonne à ses hommes de rechercher le président dans les environs de Bangui jusqu'à sa capture. Toutefois, Dacko ignore les événements qui se déroulent dans la capitale. Après avoir quitté la résidence d'un de ses ministres vers minuit, il se rend chez Simon Samba pour demander au chef des Akas de conduire un rituel de fin d'année. Il faudra attendre 1 heure avant qu'il ne soit informé du putsch. Il retourne alors directement à la capitale, espérant contrer le coup d'État avec l'aide des membres loyaux de la gendarmerie et des parachutistes français. Finalement, il est arrêté par des soldats en patrouille au carrefour de Pétevo, à la périphérie ouest de Bangui. Il est ramené au palais présidentiel où Bokassa l'accueille en disant, je cite, « J'ai essayé de vous prévenir, mais désormais, il est trop tard. » Fin de citation. Le président Dacko est ensuite conduit à la prison de Ngaraba, à l'est de Bangui, vers 2 heures du matin. Bokassa accède ainsi au pouvoir dès les premières heures de l'année 1966, devenant officiellement le deuxième président de la République centrafricaine. J'ai fait le coup d'État pour faire respecter la justice en République centrafricaine. N'étiez-vous pas gêné par le fait que le président déchu était votre cousin germain, mon colonel? L'intérêt national prime le sentiment familial. Par la suite, les officiers de Bokassa parcourent le pays pour arrêter les alliés politiques et les proches de David Dacko, dont Simon Samba, Jean-Paul Douat et ainsi que plus de 60 membres de la garde présidentielle. Ils sont tous incarcérés à la prison de Ngaraba. Cependant, Prosper Mounumba, le chef de la sécurité présidentielle, parvient à fuir le pays. Le 6 janvier 1966, Bokassa expulse les représentants communistes et rompt les relations diplomatiques avec la Chine. Le 10 janvier, Jean Izamo, fidèle collaborateur de Dacko, est arrêté et battu à mort. 13 jours plus tard, le 23 janvier, Prosper Mounumba, qui avait réussi à fuir le pays, est arrêté par les autorités congolaises et extradé en Centrafrique. Il est alors torturé, puis exécuté sur les ordres de Bokassa. Parallèlement, Bokassa se met en avant dans les médias, arborant ses médailles militaires et affichant sa force et sa virilité pour affirmer sa légitimité. Il forme un nouveau gouvernement, le Conseil révolutionnaire, suspend la Constitution et dissout l'Assemblée nationale. Dans son adresse à la nation, il promet que des élections seront organisées prochainement pour élire une nouvelle assemblée et rédiger une nouvelle constitution. Il déclare également qu'il quittera le pouvoir une fois la menace communiste éliminée, l'économie stabilisée et la corruption éradiquée. Le Mézane est autorisé à continuer d'exister, mais toutes les autres organisations politiques sont interdites. Dans les mois qui suivent, Bokassa impose un grand nombre de nouvelles règles. Les hommes et les femmes âgés de 18 à 55 ans doivent prouver qu'ils ont un emploi, sous peine de devoir payer une amende ou d'être emprisonnés. La mendicité est interdite. Et une brigade de moralité est créée pour patrouiller dans les bars et discothèques de la capitale. La polygamie, la dot et l'excision sont également bannies. Quant à son cousin David Dacko, il est placé en isolement. Bokassa accorde aussi une priorité absolue à la reconnaissance par la France. Il multiplie alors les interviews avec les journalistes français dans lesquels il exprime un véritable culte pour le général de Gaulle, se vante de posséder la nationalité française et affiche une loyauté indéfectible envers la France. Est-ce que vous considérez d'abord comme un soldat français? Je venais ce matin même d'envoyer mon livret de pension au Trésor français pour le paiement de ma pension. Tant que je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Est-ce que les Français vous ont soutenu dans ce coup d'État militaire? Aucun Français. Mais c'est pas grave. Je suis de la famille française. Vous n'avez pas de rancune ou de rancœur? Du tout. Absolument pas. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il vous a dit après ce coup d'État? Silence absolu. C'est pas un peu inquiétant ce silence? C'est pas grave.
J'ai confiance en général de Gaulle. Du côté de Paris, les autorités sont très réticentes à soutenir Bokassa. Le premier ministre Georges Pompidou ne le prend pas au sérieux et le président Charles de Gaulle le qualifie de couillon et de cinglé. En réalité, Paris s'intéresse peu à la Centrafrique à laquelle on ne reconnaît pas encore de ressources minières significatives. L'intérêt de l'ancienne métropole est concentré sur d'autres anciennes colonies. Bokassa multiplie alors les lettres adressées au général de Gaulle et parvient également à tisser une relation solide avec Jacques Foccart, le monsieur Afrique de l'Élysée, qui lui promet de faire évoluer la situation. Pendant que Foccart vante à de Gaulle l'extrême francophilie de Bokassa, Bokassa de son côté parvient à obtenir la reconnaissance diplomatique du président tchadien François Tombalbaye et du président congolais Joseph Désiré Mobutu. Finalement, après que Foccart rappela à de Gaulle les résultats des premières prospections d'uranium et la position géostratégique de la Centrafrique, le 17 novembre 1966, Charles de Gaulle reçoit Bokassa en visite officielle à l'Élysée. Bokassa se rend à cette rencontre accompagné de son homme de confiance, Alexandre Banza, ce qui pour lui symbolise la reconnaissance par la France de son coup d'État. Il obtient enfin la reconnaissance diplomatique qu'il recherchait depuis plus de 10 mois. Dans le pays, Bokassa durcit encore davantage son régime déjà très autoritaire. Des opposants politiques sont jugés arbitrairement et condamnés à mort. Il reçoit également des troupes françaises pour sécuriser son pouvoir. En échange de quoi, il accorde à la France l'exclusivité sur l'exploitation des mines d'uranium de Bakouma. Il se fait également une place sur la scène internationale, notamment en Afrique centrale. Le 2 avril 1968, il participe à la création de l'Union des États d'Afrique centrale avec le Congo-Kinshasa et le Tchad. Il tisse également des liens avec l'un des piliers du système france-africain, Félix Houphouët-Boigny, dont il cherche à obtenir des conseils. Bangui devient l'une des destinations africaines préférées des hommes d'affaires français et suisses. Nombreux sont ceux qui s'y installent, vivant comme à l'époque coloniale, au-dessus des Centrafricains et au-dessus des lois. Ils s'enrichissent dans divers domaines tels que le commerce, l'agriculture, l'immobilier et même les paris mutuels. L'État français exploite également le fer et le diamant, tandis que les soldats français imposent leurs lois dans les rues de Bangui. Avec Bokassa, la Centrafrique est clairement une propriété privée de la France. La France considère le Centrafrique comme une propriété presque privée. Mais l'influence française est tellement grande qu'elle le montre clairement à des États étrangers à Centrafrique, que c'est elle, la France, qui est propriétaire de terres, que le Centrafrique lui appartient, c'est sa propriété. L'indépendance dont on proclame partout ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout, mais en réalité, le Centrafrique reste encore un petit peu une terre protégée. Du 11 au 13 février 1969, Bokassa est de nouveau reçu par le général de Gaulle. Il sera d'ailleurs le dernier chef d'État à être accueilli par de Gaulle avant sa démission le 28 avril 1969. Pendant que Bokassa se trouve à Paris, les troupes françaises à Bangui sont mises en état d'alerte maximale. Le francophile centrafricain ne doit pas être renversé. Au cours de leurs échanges, de Gaulle laisse entendre à Bokassa qu'Alexandre Banza sera en contact avec les Américains et pourrait tenter de le renverser. De retour à Bangui, Bokassa fait arrêter Banza, qui est atrocement torturé avant d'être condamné à mort et exécuté le 11 avril 1969. Avec cette menace écartée et le soutien de la France réaffirmé, Bokassa s'abandonne à une véritable folie des grandeurs. Il impose un culte de la personnalité et les caisses de l'État deviennent son porte-monnaie personnel. En France, il acquiert plusieurs appartements et châteaux, chacun valant au minimum 3 millions de francs français. Il épouse plus de 10 femmes et se livre à des orgies avec plusieurs de ses collaborateurs. Certains observateurs traitent la Centrafrique d'hôpital dirigé par un malade. Le 9 décembre 1970, son idole, le général de Gaulle qu'il considérait comme un parent, décède. Le 12 novembre, il se rend en France pour rendre un hommage post-mortem au général, aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernements du monde entier. Sur place, il se met en spectacle. Pleurant à chaudes de larmes, le gaulliste noir de Bangui est inconsolable. L'Élysée a un nouveau locataire. Avec le nouveau président français qu'il appelle son cousin, Georges Pompidou, les relations franco-centrafricaines restent inchangées. La France continue de piller les minerais et de sécuriser le pouvoir du leader centrafricain. Tandis que Bokassa
renforce son emprise dictatoriale. Le 2 mars 1972, il s'autoproclame président à vie. À Bangui, des scènes dignes de films comiques se déroulent, où le président à vie juge lui-même les voleurs et leur coupe les oreilles. Et le cas des oreilles coupées, il n'y a eu qu'un seul cas, parce qu'il s'agissait d'une bande de voleurs. Ils étaient 47. Ils étaient organisés, ils étaient armés. Ils avaient dévalisé les Centrafricains de plein jour, les Centrafricains et les étrangers de plein jour. C'est pour cette raison qu'en une seule fois, j'ai donné cette leçon. Mais après, j'ai retiré les mesures. Ça n'existe plus maintenant. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Et ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus du tout. C'est un engagement que l'empereur... C'était un engagement que j'ai pris et puis un engagement qui est écrit. Il y a une ordonnance qui le dit. Et pas seulement parce qu'il y a le couronnement dans quelques temps. Non, du tout, non. Je vous dis, cette affaire d'oreille coupée s'est manifestée le jour où il y a eu des problèmes qui étaient posés. Les bastonnades, c'est la même chose. Et c'était accompagné de... C'était un cas. C'est-à-dire, le même jour, il y a eu... Ces mêmes qui ont eu les oreilles coupées ont été d'abord bastonnés, ça c'est sûr, avant d'avoir les oreilles coupées. Avec cette pratique barbare, près de 2000 Centrafricains perdent la vie. Bokassa est aussi bien placé pour le savoir que c'est de l'armée que les menaces peuvent venir. Alors, nombreux sont les officiers accusés à tort de préparer des coups d'État. Ils sont torturés et assassinés. Le maître de Bangui développe également une relation très étroite avec le ministre français de l'économie et des finances, Valéry Giscard d'Estaing, à qui il fait de nombreux dons en argent et en diamants. Passionné de chasse, Giscard fait de la Centrafrique sa destination favorite, ce qui flatte Bokassa au point de lui attribuer ainsi qu'à son cousin François et à quelques amis amateurs de safari un territoire de chasse de 700 000 hectares, soit l'équivalent de la superficie du Finistère entre les villes de Rafai et Zemio. Malgré sa mégalomanie et sa brutalité, Bokassa entreprend plusieurs projets de construction, des routes, des ponts. Il fait construire aussi des écoles primaires, des lycées, des monuments nationaux, des bâtiments administratifs et modernise également l'aéroport Barthélemy Boganda de Bangui. En France, le 27 mai 1974, l'ancien ministre de l'économie et des finances accède à la magistrature suprême. C'est en Centrafrique qu'il effectue sa première visite officielle. Bokassa se sent alors plus que jamais inatteignable. Ce même mois de mai, il se proclame maréchal. Il multiplie des voyages privés en France, avec à chaque fois des délégations de plus de 40 personnes, parmi lesquelles plusieurs épouses. Et sur place, il dépense sans compter. Sa relation avec Giscard est très intime. Les deux hommes se rencontrent en privé pour des dîners et des événements festifs. Leur relation devient si étroite que le président français entretient une liaison avec Catherine Martine Denguiadé, l'épouse préférée du maître de Bangui. C'est très exactement en 1967 que Giscard est venu à Bangui. Il est venu en visite privée. Il n'était pas venu dans le cadre de travail comme ministre des Finances français, non. Il était venu en visite privée. Il m'a rencontré. Il s'est présenté à moi. Je l'ai accueilli. J'ai donné un banquet le soir. Autour de ce banquet, il y avait les hommes d'affaires français, les ambassadeurs et les hauts cadres centrafricains. Tout mon gouvernement était présent. J'ai eu donc un banquet, un grand repas. Et à la fin de ce repas, j'ai porté un toast à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances à l'époque. Il a répondu. Et après les deux toasts, après avoir bu le verre de l'amitié, nous sommes descendus du haut, là où nous étions, nous sommes descendus et je lui ai présenté les plateaux avec des diamants que j'avais choisis pour lui. Je lui ai offert des diamants. Et les hommes d'affaires, les ambassadeurs, les membres de mon gouvernement, tout le monde était présent et tout le monde a vu. Et par la suite, il revenait souvent. Pourquoi il revenait en Il revenait souvent et il m'avait demandé une zone de chasse. Alors je lui avais attribué une zone de chasse. Et il venait chasser les éléphants. Il n'avait pas besoin de chasser beaucoup, il devait tirer seulement sur les éléphants parce que il y en a vraiment. Il y a beaucoup d'éléphants en Centrafrique. Alors il venait tirer sur les éléphants, il choisissait les plus gros porteurs, les éléphants qui avaient des belles défenses.
Alors donc, quand il tuait, il récupérait les défenses et il récupérait la queue, les poils de la queue pour faire les bijoux là. Il a fait beaucoup de bijoux avec les poils de l'éléphant, des bijoux qu'il a vendus. À moi, il m'a offert une manchette avec les poils de la queue de l'éléphant. Et lui-même, il portait une gourmette, il portait des manchettes avec les poils de la queue de l'éléphant. Mais je sais qu'il en vendait beaucoup. Chaque année, il venait 2 fois. 2 fois par an. 2 fois par an. Et quand moi j'allais en France, il venait me trouver dans ma maison en France. Il partageait le repas avec moi. On discutait ensemble. Je mettais un appartement à sa disposition pour qu'il se repose après le repas. Mais c'était régulièrement. Et à chaque rencontre, à chaque fois que je voyageais, je quittais Bangui pour la France, il avait pris l'habitude de me demander souvent des pierres. Bon, comme il me le demandait souvent, je préparais ces pierres que je lui remettais. Les pierres, c'est des diamants? Les diamants que je lui remettais. Régulièrement, je lui ai remis des diamants. Ça, c'est elle, Catherine, qui me l'a dit. Au début, c'était à l'Élysée. Mais après un certain temps, ça s'est passé à Adricourt. Mais au début, quand j'avais annoncé... Chez vous? Oui, chez moi. Chez moi, à Adricourt. Mais quand j'avais annoncé ça au Canard enchaîné, il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants de Adricourt. Ils avaient reconnu que oui, effectivement. Avec l'hélicoptère, il descendait dans le jardin avec l'hélicoptère. Il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine. Et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. Le 2 janvier 1975, Bokassa forme un nouveau gouvernement et crée le poste de premier ministre qu'il confie à Elisabeth Domitien, la première femme à occuper cette fonction en Afrique. En septembre 1976, il dissout le gouvernement pour le remplacer par le Conseil de la Révolution centrafricaine. Son cousin David Dacko, qu'il avait destitué emprisonné en Garaba, devient son conseiller. Dans ce nouveau conseil, il cumule 14 fonctions ministérielles. À la fin de l'année 1976, les relations entre Bokassa et Paris se détériorent. La France commence à lui refuser des aides financières qui de toute façon ne profitent jamais au peuple. Dans ce contexte, Bokassa se convertit à l'islam et change son nom en Salah Eddine Ahmed Bokassa, dans le but de plaire à Kadhafi et d'obtenir l'aide financière de la Libye, qui entretient à ce moment-là de mauvaises relations avec la France. Le 4 décembre 1976, lors du congrès du Mézane, il établit une nouvelle constitution et instaure une monarchie, l'Empire centrafricain. Il annonce sa reconversion au catholicisme et se couronne lui-même en tant que Sa Majesté impériale Bokassa Ier le 4 décembre 1977. Cette cérémonie de couronnement au coût exorbitant de plus de 100 millions de francs se déroule dans un pays où une grande majorité de la population souffre de malnutrition. Le maître de Bangui, déguisé en Napoléon, parade devant ses 5000 invités, mais aucun chef d'État, qu'il avait pourtant pris soin d'inviter, n'est présent. Après le sacre, l'empereur est fortement critiqué en France et les journaux s'en prennent également à Giscard, son principal soutien. L'Élysée, qui espérait que Bokassa adopterait une fonction honorifique après les festivités et renoncera à ses 14 portefeuilles ministériels, est profondément déçu. Bokassa ne supporte plus aussi les positions paternalistes de Paris. Les relations entre le Quai d'Orsay et Bangui deviennent compliquées. Les autorités françaises qualifient Bokassa de mégalomane et d'instar. Bokassa exprime aussi le souhait d'acquérir une bombe atomique qu'il juge indispensable à la sécurité de son empire. Il se confie à ses pairs africains qui transmettent son désir à Paris, ce qui complique encore davantage ses relations avec l'Élysée. Les services secrets français découvrent aussi que Bokassa se rapproche discrètement du colonel Kadhafi. Rapidement, Giscard envoie son conseiller personnel René Journiac pour remettre Bokassa à l'ordre. Selon certaines sources, Bokassa, exaspéré par les réprimandes, aurait frappé Journiac à la tête avec sa canne. Journiac serait rentré en France en préparant des instructions pour remplacer immédiatement Bokassa. En janvier 1979, Bokassa impose aux lycéens de porter des uniformes. Mais les populations se plaignent car il leur est impossible d'acheter ces tenues, en particulier pour les familles avec plusieurs enfants scolarisés. Des manifestations éclatent dans les rues de Bangui. Bokassa envoie ses hommes pour rétablir l'ordre, mais des exactions sont commises et plusieurs lycéens sont assassinés. La presse française rapporte cet événement tragique qui dégrade encore plus brutalement les relations franco-centrafricaines. Valéry Giscard d'Estaing comprend qu'il sera difficile de continuer
à protéger un empereur qui torture et massacre impunément son peuple. Pire encore, le sang versé en Centrafrique risque de ternir sa propre présidence. Décision est prise de remplacer Bokassa. Et puisque celui-ci refuse de quitter le pouvoir comme l'Élysée le lui demande discrètement, on l'y oblige. Profitant de l'absence de l'empereur en visite en Libye, l'Élysée lance 2 opérations jumelées sur Bangui. L'une menée par la SDCE, l'opération Cablan. L'autre par l'armée régulière, l'opération Barracuda. L'ancien chef d'État David Dacko, arrivé dans les avions français avec la première opération, retrouve par miracle son siège présidentiel et demande officiellement le déclenchement de la seconde au titre de l'accord de défense qui lie la Centrafrique et la France. Bokassa est renversé. Certains de ses comptes bancaires sont gelés. Il est aussi dépossédé de quelques biens immobiliers. Le 10 octobre 1979, un mois après sa chute, il envoie à plusieurs journaux une multitude de documents prouvant les nombreux cadeaux qu'il a offerts à Valéry Giscard d'Estaing. Sa vengeance est efficace car cette affaire de pot de vin ternit considérablement la campagne électorale de Giscard pour la présidentielle de 81 qu'il paie au profit de François Mitterrand. À Bangui, Bokassa est jugé et condamné à mort par contumace en décembre 80 pour le meurtre de nombreux rivaux politiques. Exilé en Côte d'Ivoire puis en France, il revient d'exil le 24 octobre 1986. Dès sa descente d'avion, il est immédiatement arrêté par les autorités centrafricaines et jugé pour 14 chefs d'accusation, y compris trahison, meurtre, cannibalisme, utilisation illégale de biens, agression, coups et blessures, ainsi que de détournement de fonds. Le 12 juin 1987, à l'issue de son second procès, il est reconnu non coupable des charges de cannibalisme, mais la peine de mort est confirmée pour les autres accusations. Sa peine est d'abord commue en prison à vie en février 1988, puis en 10 ans de réclusion. Il est finalement amnistié en 1993 et se proclame 13e apôtre. Il meurt en 1996 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 75 ans et est inhumé dans son ancien palais de Berengo. Il est réhabilité dans tous ses droits par le président François Bozizé le 1er décembre 2010 à l'occasion de la fête nationale et du cinquantenaire de l'indépendance de la République centrafricaine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des critiques ou des compléments d'information. C'était l'histoire de Jean Bédel Bokassa.